Bien, avec cette présentation, ce sera la dernière de la journée qui se rapporte directement aux recommandations. Donc nous allons aborder le problème donc, de la sécurité, quelle est la philosophie de sécurité derrière toutes ces fondations. On parlera un peu des charges de projet et puis nous passerons en revue les vérifications à effectuer pour chaque type d'encre principaux. Et nous terminerons par une comparaison entre la sécurité des structures flottantes éoliennes et des structures flottantes pétrolières, ce qui mérite une petite remarque. Dans la philosophie de la sécurité, les recommandations actuelles, bien sûr, s'appliquent aux éoliennes flottantes non habitées, on l'a dit, sous conditions environnementales extrêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de vie humaine, et donc la rupture d'une ligne d'ancrage, d'un tendon ou d'un point d'ancrage, essentiellement, ne doit pas provoquer de risque de collision avec une structure adjacente, et éventuellement d'impact environnemental qui pourrait en résulter. Le niveau cible de sécurité que nous avons choisi pour le dimensionnement des structures et du maintien de systèmes à station est une probabilité nominale annuelle de rupture de 10-4, ce qui est relativement classique. Les états limites, c'est les états limites habituels, donc ULS, ALS, donc je les ai traduits en français, ELU, LA, et je dirai les termes en anglais si vous permettez. Et SLS, le FLS n'intervenant pas dans l'étude du sol. L'étude se fera dans le contexte LRFD, c'est-à-dire les facteurs partiels de sécurité, où chaque valeur caractéristique est liée à la valeur de design par le biais d'un coefficient, donc coefficient de charge ou coefficient de matériaux ou de résistance selon le type de calcul. Autre point, nos recommandations sont évidemment centrées sur le calcul de la sécurité des points d'ancrage. De ce point de vue, on l'a vu ce matin, on en a parlé, il n'y a pas d'effet significatif de la raideur de la fondation sur la réponse du système d'ancrage pour les ancrages caténaires, semi-tendus et quelquefois tendus. Ça, nous avons pu le vérifier au cours du projet. Donc ça veut dire qu'en pratique, les charges sont calculées en supposant la fixité du point de connexion. En d'autres termes, il n'y a pas d'interaction entre l'encre et la ligne d'ancrage. Une exception tout de même, c'est pour les TLP, où la réponse des tendons peut dans certains cas être affectée par la raideur de la fondation, et donc il peut y avoir un impact non négligeable à la fois sur les charges et sur les fréquences de résonance. Dans ce cas, évidemment, il y a lieu d'effectuer des vérifications supplémentaires. Donc, en conclusion, les ancres peuvent être le plus généralement considérées comme des structures géotechniques indépendantes qui sont soumises aux charges statiques et dynamiques appliquées par les lignes d'ancrage et dont les principes d'ingénierie géotechnique applicables sont ceux qui ont été décrits dans les chapitres 8 à 12 et qu'on vient de vous évoquer. Mais maintenant, si on regarde le point de vue de la sécurité, il est évident que chaque ancre doit être considérée comme faisant partie du système de maintien en station. En fait, la rupture d'un point d'ancrage ou d'une ligne d'ancrage ont des conséquences tout à fait similaires. Alors, quelques mots sur le système de maintien en station. Il peut être du type caténaire, semi-tendu, tendu. Dans ce cas, il est composé de chaînes, de câbles d'acier ou de fibres synthétiques. Dans le cas des TLP, on a vu que c'était des ancrages par tendons qui sont plus rigides. Alors, ce système de maintien en station, donc le système global d'ancrage, a pour fonction, dans le cadre de l'ULS, de maintenir la turbine en position de manière à assurer la production et la fourniture d'électricité. Bon, ça c'est classique. Mais surtout, je dirais presque, en ALS, d'empêcher toute collision avec une structure voisine, sous conditions environnementales extrêmes, et en cas de rupture d'une ligne d'ancrage ou d'un tendon. Et là, on est raccordé tout de suite au système de redondance. Alors, qu'est-ce que c'est que la redondance? C'est un peu particulier, la façon dont c'est défini. C'est la capacité d'un composant, ou dans notre cas d'un système, à maintenir ou restaurer sa fonction après la rupture de ce membre ou de cette connexion. Alors, dans le cas des lignes d'ancrage, quand a-t-on redondance et quand n'a-t-on pas redondance, ça va dépendre du nombre et de l'arrangement des lignes, et c'est souvent un peu plus compliqué que ça a l'air à déterminer. En ce qui concerne par contre la géotechnique, du point de vue de l'ancrage, c'est un peu plus simple. À la limite, on peut dire que dans un groupe de pieux, il peut y avoir redondance, une redondance interne du système, en fonction de la rigidité
du système de liaison en tête. Par contre, évidemment, dans un pieu unique en tension et dans une rupture fragile, il n'y a aucune redondance. Et un cas tout à fait intéressant qui va nous être très utile, c'est le cas de la rupture ductile. En fait, ça va nous être utile dans le cas des encres draguées, des encres à succion et des encres gravitaires. Ces encres, en fait, peuvent accepter de grands déplacements horizontaux sans perdre de manière significative leur capacité latérale. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que ces encres sont des points d'ancrage caténaires avec redondance. Alors, finalement, l'approche qui a été adoptée dans tous ces problèmes de philosophie, c'est pour le dimensionnement des systèmes d'ancrage redondants, c'est-à-dire lignes d'ancrage caténaires, semi-tendues, tendues et tendons de TLP. Nous appliquons les recommandations du DNV ST119 avec les facteurs de charge correspondant à ce qu'ils ont défini comme la classe de conséquence 1, c'est-à-dire pour des structures non habitées. Pour ce qui concerne des systèmes d'ancrage qualifiés de non redondants, on appliquera les facteurs de charge majorés de la classe de conséquence 2. Et le dimensionnement, lui, des points d'ancrage, ça c'était pour les lignes. Maintenant, le dimensionnement des points d'ancrage, il est effectué en appliquant aux encres les charges caractéristiques calculées au point de connexion, pondérées par les facteurs de charge des systèmes redondants. Et ce sont les facteurs de résistance qui reflèteront le niveau de redondance qui correspondra au type d'encre ou au mode de chargement, et au mode de chargement. Alors, quelques mots d'abord sur les charges de projet. Le calcul de la turbine et des flotteurs est tout à fait en dehors de nos préoccupations. On peut simplement dire qu'il y a quand même 34 cas de lignes de design identifiées par l'International Electrotechnical Commission et que 9 cas ont été rajoutés pour les systèmes flottants. Donc turbine et flotteurs, c'est pas pour nous. Maintenant, système de maintien en tension. Dimensionnement des lignes d'ancrage caténaire et système semi-tendu tendu. La tension de projet TD, je viens de projet, c'est-à-dire la tension de design, dans une ligne d'ancrage est la somme de deux composantes caractéristiques pondérées, TC-min et TC-din. Alors TC-min, c'est quoi? C'est la partie moyenne de la tension causée par la prétention et par la moyenne des forces statiques environnementales dues au vent, au courant et à la dérive du support. TC-din, c'est la partie cyclique ou dynamique, en termes anglo-saxons, de la tension due aux effets oscillatoires des vagues et les phénomènes de basse fréquence. Les tensions caractéristiques, moyennes et dynamiques, sont établies à partir de séries temporelles de réponse de tension et les cas critiques sont relativement identifiables pour des conditions environnementales avec des périodes de retour de 50 ans, soit dans les cas turbine à l'arrêt, soit dans les cas fonctionnement maximal. Alors vous avez ici les valeurs, donc dans le tableau, des valeurs des coefficients partiels de charge pour les lignes d'ancrage. Vous voyez qu'en redondant en ULS, on a des valeurs de 1,3 et 1,75, et ces valeurs sont relativement similaires à celles qu'on a l'habitude de manipuler dans l'offshore pétrolier. Par contre, en non redondant, quand on applique la conséquence classe 2, on monte à 1,5 et 2,2. Et là, on est très au-dessus de tout ce qu'on a vu par ailleurs. Je passe sur les calculs des TLP et des tendons. C'est un tableau un peu similaire qui est un peu plus important, mais qui n'apporte rien à notre problème d'aujourd'hui. Donc finalement, si on récapitule, on va dire que les ancres sont calculées comme des structures géotechniques indépendantes. La tension de projet pour le calcul de l'encre et la tension de projet TD dans la ligne d'ancrage ou le tendon, calculée alors soit au point de connexion, lorsque ce point de connexion est au-dessus du fond, ou au niveau du fond, et au point de rencontre de la ligne d'ancrage avec le fond, c'est ce qu'on appelle le TDP, le touchdown point, dans le cas où le système de la connexion se fait sous le niveau du fond. C'est par exemple le cas des ancres draguées. Et dans ce cas, le calcul de l'interaction sol-ligne fait partie du calcul de l'ancrage et se fait selon les procédures qui vous ont été présentées tout à l'heure par Daniel. Et donc, je répète, les facteurs de partiel de charge sont bien les facteurs des systèmes redondants et les facteurs de matériaux, eux, vont être recommandés pour chaque type d'encre selon le niveau de redondance associé au type d'encre et à la direction du chargement.
Alors, voyons maintenant quelle vérification il faut faire. D'une manière générale, on fera toujours deux vérifications, une pour les charges sous les conditions statiques et une sur les conditions cycliques. Ce n'est pas et, c'est pas ou, c'est et. Pourquoi? Parce que l'une peut être supérieure ou inférieure à l'autre, la charge cyclique. Les vérifications sous charge statique, alors pour ces vérifications, la résistance de projet sera dérivée de la résistance caractéristique. Alors, soit en divisant la résistance caractéristique par un facteur de résistance gamma R, directement, soit en appliquant un facteur de matériau gamma M sur la résistance caractéristique du matériau. Et ça dépend du type de calcul de cette résistance. Pour ce qui est des chargements cycliques, les vérifications sur charge cyclique, elles consistent simplement à remplacer chaque fois la résistance caractéristique statique par la résistance caractéristique cyclique. Cette résistance cyclique étant elle-même modifiée et correspond à l'événement cyclique considéré. Et là encore, la méthodologie a été développée dans le CFMS pour les plateformes fixes et on résume simplement au chapitre 6 et à l'appendice F les grands principes. Alors entrons maintenant dans chacun des types d'ancrage. Vous avez ici le facteur de résistance que nous proposons, les facteurs de résistance que nous proposons pour les ancres à succion. Alors vous voyez déjà que le facteur de résistance horizontale et le facteur de résistance verticale sont différents, c'est-à-dire que chacun s'applique sur chaque composante. Ça veut dire que le facteur de résistance gamma R général varie, lui, entre donc gamma RH et gamma RV en fonction de l'angle θ d'application de la force au niveau du point de connexion. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique où on a une dissymétrie sur l'application des valeurs de gamma R. Alors pourquoi cette différence? Vous voyez que sur les ancrages caténaires et semi-tendus, et de la même façon pour les TLP, les valeurs de gamma RH horizontales sont relativement faibles. Elles sont de 1,2 dans le cas général, sauf dans le cas non redondant en TLP où on monte à 1,35. Alors pourquoi? C'est parce que les charges environnementales extrêmes peuvent générer de grands déplacements latéraux sans perte significative de résistance latérale. On a vu en effet que le point de connexion sur les ancres à succion est placé au point de non-rotation, c'est-à-dire que si l'encre se déplace horizontalement, même si elle se déplace de plusieurs mètres, elle va toujours rester avec sa résistance maximale. Elle ne tourne pas, elle ne sort pas du sol, elle ne fait que se déplacer. Et donc dans ce cas, on peut espérer que ça suffit pour prévenir les risques de collision, sous réserve de vérifier que la condition ALS est bien vérifiée. Alors attention, cependant, il y a des tolérances de mésalignement. En effet, en général, les ancres sont calculées avec un mésalignement limité à plus ou moins 7,5 degrés par rapport à la direction de traction. Mais en cas de rupture d'une ligne, il peut y avoir de larges excursions du support qui modifient considérablement l'arrangement des lignes. Et dans ce cas, il faudra vérifier que le dimensionnement structurel du point d'attache et la résistance en torsion de l'encre sont compatibles avec l'hypothèse de redondance qui est retenue. Dans le cas vertical, il y a beaucoup moins de choses à dire, puisqu'on a cette fois-ci des valeurs qui reviennent à peu près normales, je dirais, au l'ordre de 1,30 pour le coefficient le facteur de résistance, et qui sont plus élevés pour les TLP, dans la mesure où les TLP sont très sensibles à une rupture de tendon vertical ou d'ancrage vertical, puisque dans ce cas-là, la structure se renverse. Peu de choses à dire sur les conditions ALS et les conditions SLS, qui se font grosso modo, on va dire, avec des facteurs égaux à 1 ou peu différents de 1. Pour ce qui concerne les ancrages gravitaires, je dirais que la philosophie est un peu la même, puisque là c'est la même chose. Dans un ancrage gravitaire, on peut déplacer la fondation de plusieurs mètres sans avoir pour autant perdu sa résistance au glissement. Sous réserve d'avoir toujours un contact relativement sympathique avec le matériau sur lequel est posée l'encre.
En capacité portante, 1,3, rien à signaler. En capacité à l'arrachement, bon, c'est 1,30 aussi de manière générale, et donc seulement 1,10 sur tout ce qui est composante gravitaire, puisque cette composante est relativement bien connue. Alors, maintenant, venons-en aux encres draguées. Alors là, la notion de sécurité est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans les encres draguées, elles sont toujours testées à une certaine valeur. Donc la sécurité, elle provient essentiellement de ce test d'ancrage au moment de l'installation. Ça veut dire qu'à la fin du tensionnement, la résistance d'installation réellement appliquée a été démontrée égale à la résistance cible TI. Et donc on peut dire que la résistance caractéristique d'installation RIC est assimilée à TI, de fait que la résistance du design, qui est la somme de RIC testée plus un certain nombre de valeurs post-installation calculées, et c'est sur ces valeurs post-installation calculées qu'on va appliquer le facteur de résistance, mais uniquement sur ces composantes-là, qui sont l'effet de la cicatrisation, l'effet du chargement cyclique, l'effet du frottement, et son équivalent dans le cas où on admet un dragage additionnel. Donc dans ce cas-là, logiquement par rapport à tout ce qu'on a dit jusque-là, eh bien, on va avoir des facteurs de résistance simplement de 1,2 et donc, encore une fois, appliqués uniquement sur la résistance post-installation, c'est-à-dire la résistance calculée. Attention là encore, dans les angles dragués, et là c'est un fort warning, il faut faire attention parce qu'un mésalignement supérieur à 30 degrés par rapport à la direction d'installation de l'encre peut provoquer le basculement de l'encre. Et donc, il faut se méfier là, dans le cas, encore une fois, de rupture de ligne, grand mouvement du support, qui prend une position d'équilibre différente, les angles et les lignes ont changé, et donc il faut vérifier que les angles des lignes sont compatibles avec la stabilité de l'encre. Alors, dernier point, vérification pour les pieux d'ancrage. Alors, je vais m'attarder sur les pieux battus et passer plus rapidement sur les pieux forés, puisque c'est à peu près similaire. Alors là, nous allons nous intéresser à trois types de résistances, trois résistances caractéristiques. La première, c'est la résistance statique. C'est celle qui provient des calculs standards. On intègre les frottements limites le long du pieu. Mais on va introduire une deuxième résistance caractéristique, qui est la résistance caractéristique maximale obtenue par des calculs en déplacement. Je vais y revenir tout de suite après. Et la troisième, c'est la résistance caractéristique cyclique, donc corrigée des effets de la dégradation ou de la non-dégradation du matériau. Alors, qu'est-ce que RKS2 ? RKS2, c'est simplement la capacité statique obtenue par intégration des courbes TZ le long du pieu. Alors, on voit bien sur le graphique à côté que si on a un pieu flexible qui se raccourcit ou qui s'allonge, en présence de sol radoucissant, la somme des intégrations sur la courbe TZ à l'endroit où se trouve la déformation du pieu va être nécessairement inférieure à la somme de tous les maximums de la courbe TZ, qui sont ceux qu'on a pris en compte dans le calcul statique. Donc attention aux pieux flexibles. Bon, maintenant que nous avons vu ces trois résistances caractéristiques, là encore on a fait preuve d'imagination. Et donc notre coefficient partiel de résistance, gamma R, ça va être le produit de 4 coefficients partiels. Gamma R0, c'est le coefficient de résistance tel que défini et recommandé pour le DLV ST0119. Gamma R1, c'est un facteur partiel de modèle qui est fonction du type de sol. Gamma R2, c'est un facteur partiel de modèle qui est fonction de la capacité du système à générer ou à conserver de la résistance résiduelle. Et gamma R3, c'est un facteur de modèle qui prend en compte à la fois le risque de fluage et surtout la capacité du système à redistribuer les charges. En fait, est-ce qu'il y a redondance interne sur la capacité? Alors voilà le tableau que nous proposons de cet ensemble de facteurs. Alors on va les passer les uns après les autres en revue. Gamma R0.
Alors, gamma R0, vous voyez, c'est 1,3. 1,3, c'est le facteur recommandé par DNV 079, et ce facteur est considéré comme parfaitement justifié pour les pieux battus dans les sols conventionnels tels que sable siliceux et argile. C'est en effet sur de nombreuses études de fiabilité et un retour d'expérience sur les plateformes flottantes pétrolières que ce facteur a été établi. Donc dans les cas qui correspondent à ça, c'est-à-dire encore une fois les pieux battus, les sols conventionnels, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce facteur 1,3. Par contre, dans les sables carbonatés, les calcarénites et les craie, nous préconisons un facteur de 1,2. Sachant que dans les sables carbonatés et les calcarénites, l'utilisation de pieux battus sous tension permanente n'est pas acceptée, on en a déjà parlé, et que pour les craie, on pourra réduire ce facteur de 1,2, soit parce qu'on a fait des essais de pieux préalables et qui nous montrent qu'on n'en a pas besoin, soit par l'application de la méthode alpaca, donc en cours de publication. Facteur gamma R2. Facteur gamma R2, c'est le facteur qui prend compte du risque de rupture fragile. Donc là, on a recommandé 1,1, alors non seulement dans les craie, les sables carbonatés, les calcarénites, mais également dans les argiles fortement consolidées, où on sait qu'on a souvent des ruptures fragiles, notamment à l'arrachement. Et par contre, il est égal à 1, évidemment, dans les autres sols. Enfin, le dernier facteur gamma R3, lui, il est introduit uniquement pour les TLP et les ancrages très tendus. Il prend en compte, donc je l'ai dit, la résistance de fluage et la capacité du système de fondation à redistribuer les charges d'un pieu défaillant dans un groupe de pieux. C'est-à-dire qu'un pieu individuel, bien sûr, n'a pas de capacité de redistribution. Et la redondance d'un groupe de pieux, elle sera fonction du nombre de pieux et surtout de la rigidité de la structure de liaison. La plage recommandée pour gamma R3 est de 1 à 1,3. Et là, nous renvoyons à l'API RP2T qui discute de manière assez détaillée la manière de traiter ces problèmes de redondance de groupe de pieux. Donc, peu de choses à dire aussi sur l'ALS et le SLS, si ce n'est encore que pour les TLP, il faut vérifier l'ampleur des déplacements sous tension permanente et les éventuels effets de la raideur des pieux sur la réponse du système d'ancrage. Alors, quelques mots maintenant sur le chargement latéral. Alors, on est toujours dans le cas des pieux battus. Pour les conditions ULS-ALS, le pieu doit être vérifié comme un élément structurel et on suivra en cela les recommandations de DNV ST 126. Et les facteurs de charge sont différents pour les systèmes, encore une fois, de mise à l'installation redondants ou non redondants. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous géotechniciens, les déformations du pieu sont calculées en appliquant un facteur partiel de matériaux égal à 1. Et les moments et les contraintes dans le pieu sont déduits des règles de la résistance des matériaux. Et il faut simplement vérifier donc, que les combinaisons de contraintes de flexion et de tension satisfont les critères de la section 13 de l'ISO 19902. Autre sujet de débat, quels sont les déplacements acceptables? En fait, il n'y a pas de critères réglementaires pour les pieux d'ancrage pour savoir quel est le déplacement maximum acceptable, notamment en tête. Pour ce qui nous concerne, nous recommandons de limiter en tête les déplacements relatifs dans les argiles molles à 10%, dans les argiles règles à 5%, pour se prémunir contre des risques d'ovalisation, de décollement du pieu ou d'érosion par lessivage. Et des critères même plus sévères peuvent être nécessaires dans le rocher pour se prémunir contre le risque de rupture de coins fragiles en surface. Pour les pieux forêts cimentés, donc je disais, je vais être plus rapide, dans la mesure où l'approche est très voisine de celle des pieux battus. Nous retrouvons donc le facteur de base gamma R0 de 1,3 du DNV, sur lequel nous introduisons nos facteurs de modèle gamma R1, gamma R2, gamma R3. Alors, les valeurs que nous avons choisies, nous les avons choisies de manière à assurer une compatibilité en termes de fiabilité entre les fondations offshore et les fondations terrestres. En effet, l'expérience française des fondations terrestres pour les pieux forêts,
qui étaient elles-mêmes appuyées sur des études de fiabilité menées sur une banque de données, ont montré que le facteur de 1,3 là, peut être insuffisant pour couvrir toutes les incertitudes liées au calcul et à l'exécution de ce type de fondation. Donc voilà le tableau que nous préconisons. Vous voyez, il est assez similaire au tableau que je vous ai montré pour les pieux battus, donc je ne vais pas insister davantage. Alors ceci nous amène à la conclusion, et là je voudrais faire donc une petite remarque concernant la comparaison entre structures flottantes éoliennes et structures flottantes pétrolières. Les valeurs des facteurs de résistance de matériaux que nous avons proposés sont consistantes avec celles proposées dans des documents normatifs de l'industrie pétrolière. En effet, on a considéré que le niveau de confiance dans la caractérisation des sols, c'est-à-dire tout ce qui provient de la reconnaissance et de la dérivation des propriétés mécaniques des sols, était similaire pour les deux industries. Moyennant quoi, quand on regarde au final, on observe que la sécurité globale des éoliennes flottantes non habitées, je dis que sécurité globale, ça veut dire je multiplie grosso modo gamma charge par gamma résistance, et donc la sécurité des éoliennes flottantes non habitées est grossièrement identique à celle des structures flottantes pétrolières habitées. Et l'explication est dans le fait que les coefficients de charge sont plus élevés dans l'éolien que dans le pétrolier. Alors l'industrie, vous voyez le tableau ici par exemple, on va avoir que pour les structures éoliennes non habitées, donc c'est les 1,3 en 75 dont on a parlé tout à l'heure, et si on veut faire des structures habitées éoliennes, on va monter à 1,5, 2,2. Alors l'industrie est bien consciente de ça, à tel point qu'un GLP a été lancé par le DNV en juin 2023 sur la fiabilité des éoliennes flottantes. Et donc, logiquement, on peut penser que dans un futur assez proche, à la fois les progrès dans les méthodes de calcul et peut-être surtout les retours d'expérience sur les premiers champs d'éoliennes flottantes se vont permettre de gagner en confiance sur les estimations de charge des éoliennes flottantes. Voilà, c'est simplement cette remarque finale que je voulais faire. Je vous remercie.